Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette émission sportive de ce week-end sur Les Volcans News TV. On est ici pour décortiquer une information sportive. On va parler de la Premier League. C'est le championnat prestigieux de football au niveau de l'Angleterre avec ces chocs au sommet de ce dimanche. Bien évidemment, ce match qui va se disputer sous les coups de 13h GMT à 15h heure de la partie orientale de la RDC. En tout cas, on va revenir sur cette explication avec beaucoup plus de détails et de chiffres relatifs, bien évidemment, au match dont il est question. Bienvenue. Et pour passer en revue cette explication, je suis avec Gaëtan Kombi. Bonjour Gaëtan. Bonjour Monsieur Richard. On va revenir sur cet affrontement. C'est un match tant attendu par les amoureux du sport. Bien évidemment, c'est ce match qui oppose Manchester United ou Manchester City à Manchester United. Les derbys de Manchester, ça reste toujours un match très palpitant entre deux formations très historiques pour le football anglais. Je pense même que c'est la deuxième rivalité en terre anglaise après effectivement les derbys d'Angleterre, les grands derbys d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. Et Manchester United et Manchester City, ça forme quand même les deuxièmes matchs les plus particuliers en championnat d'Angleterre, surtout au vu de la rivalité, au vu aussi de l'historique récente des deux équipes où il y a eu la courbe s'est inversée parce qu'au départ, sous l'ère notamment Ferguson, il n'y avait pas de débat entre ces deux équipes. C'est Manchester United qui dominait tout, mais aujourd'hui on sent que Manchester City semble avoir pris l'ascendant sur son adversaire. Sous l'ère Pep Guardiola, effectivement, sur les 10 dernières années. Et donc ça reste un match particulier et on sent toujours cet esprit palpitant entre les deux équipes. Voilà, cette domination, cette revanche surtout entre les deux équipes, et donc ça va être encore une fois particulier ce dimanche. Merci. Il faut revenir déjà sur quelques chiffres. Les deux formations se sont affrontées lors de la précédente édition et c'est Manchester City qui forcément était au-dessus de la mêlée. Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs l'idylle de la confrontation de ce dimanche parce que Manchester City, la saison dernière, dominait quand même de la tête et des épaules sur son adversaire. Manchester United n'était pas aussi si bon que ça. Il y a eu quand même un 2-0 à l'Old Trafford en faveur de Manchester City, mais aussi un 4-1 quand même à l'Etihad en faveur toujours de Manchester City. Cette saison, c'est un peu particulier parce que Manchester United semble reprendre le poil de la bête avec Eric Ten Hag. On va y revenir à coup sûr. Mais s'il faut rester sur les deux chiffres, ça veut dire que c'est une formation de Manchester United qui doit se présenter sur l'ère des jeux de l'Etihad Stadium. Je rappelle que c'est le mythique stade de Manchester City en revanchard. Oui, en revanchard, effectivement, comme vous venez de le dire. Et d'ailleurs, la dernière défaite de Manchester United sur Manchester City, c'était encore sous l'ère Solskjaer. Je me rappelle, c'était l'avant-dernière journée du championnat, je crois 2020 comme ça, où Manchester United avait quand même réussi à créer la surprise en battant Manchester City par 2-0 avec un but, un winning goal de Scott McTominay. Mais aussi Mourinho est allé aussi gagner à l'Etihad, donc c'est pas du tout nouveau pour Manchester United d'aller créer la surprise à l'Etihad. Mourinho est allé inverser quand même la tendance après avoir été mené 2-0 en première période. Il a réussi à gagner par 3-2. Donc ça reste un match particulier où la surprise aussi est... Les spécialistes du football anglais déjà pointent Manchester City largement favori pour cette explication, avec au moins 71% des chances de l'emporter face à Manchester United. Seulement 17% des chances que ce match se clôture sur une note nulle, mais aussi, il faut le préciser, Manchester United, les Red Devils n'ont que 12% des chances de l'emporter, c'est écrasant. Oui,
C'est écrasant, mais moi je ne suis pas du tout satisfait par ces statistiques, par ces chiffres. Ça reste les chiffres, hein. Ça reste très discutable parce que moi je ne vois pas en quoi on donnerait une telle avance à Manchester City. Certes, c'est un rouleau compresseur depuis des années, depuis Guardiola, et là c'est une équipe qui domine absolument les championnats, mis à part peut-être la petite rivalité qui commençait à exister avec Liverpool, mais globalement c'est l'équipe qui domine les championnats de la tête et des épaules. Mais il faut aussi se fier quand même à la santé actuelle de Manchester United qui reste quand même sur 4 matchs sans défaite, 4 victoires consécutives en championnat. Certes, ils ont perdu en Ligue Europa, mais quand même, ça reste un bon cycle pour Manchester United, surtout depuis que Eric Ten Hag a fait des choix forts d'écarter Maguire, d'écarter Ronaldo aussi et de donner la chance à ces jeunes. Donc, Ronaldo à 100%, mais au moins, il doit être tranquillisé, il est sur le banc à plusieurs reprises. Ah oui, effectivement. Donc, il a aussi donné de la chance aux jeunes du club qui sont en train d'abattre un boulot considérable. D'ailleurs, Marcus Rashford, si on revenait sur lui, il a été plébiscité. On va y revenir certainement, mais peut-être pour revenir sur votre argumentaire, l'équipe de Manchester City occupe la deuxième position de façon provisoire au niveau de la Premier League avec 17 points. Et si on essaie un peu de voir l'écart entre les deux protagonistes de ce dimanche, on se rend compte que l'écart n'est que de 5 petits points, puisque Manchester United, qui occupe la 5e position, n'a que 12 points. 5 points, déjà l'effet de parler des 71% des chances pour Manchester City de l'emporter. Je sens quand même que ce n'est pas très logique. Ce n'est pas très logique, c'est pour cette raison que moi-même d'ailleurs j'ai contesté ces chiffres-là. Oui, ça reste les chiffres et peut-être les experts s'y sont penchés, mais moi je pense qu'au vu de la santé de Manchester United, on peut quand même élever la barre un peu plus haute parce que Manchester United vient quand même de 4 matchs et ce ne sont pas les 4 matchs évidents quand même, ce ne sont pas des adversaires prenables, c'est quand même Leicester, c'est quand même Liverpool, c'est quand même Arsenal aussi. Donc, qui est leader provisoire du championnat. Donc, il ne faudrait pas donner autant de chances à Manchester City qui, quand même, on le rappelle, a gagné des matchs face à des adversaires entre guillemets prenables. C'est quand même Nottingham Forest, Bournemouth. Oui, en Premier League, ça n'existait pas, mais vous ne pouvez pas quand même comparer l'adversité qu'il peut y avoir entre Manchester City et Arsenal, Manchester City Tottenham, Manchester City Chelsea et Manchester City contre Bournemouth, contre Nottingham Forest, contre Newcastle. Et d'ailleurs, City s'est pris quelquefois les pieds dans le tapis face à des adversaires comme Aston Villa contre Newcastle. Donc, donner autant d'écart entre les deux équipes, pour moi, ce n'est pas adapté. Maintenant, s'il faut comparer les deux dispositifs tactiques mis en place par les deux techniciens, déjà les deux sont des très bons tacticiens. D'un côté, Ten Hag, bien évidemment, qui est en train quand même de prouver de quoi il est capable. C'est lui le meilleur entraîneur de la Premier League pour le mois de septembre. Il a été élevé à ses rangs comme par les spécialistes du football anglais. En face, c'est Pep Guardiola, un coach qui s'y connaît, un coach certainement qui a toujours prouvé de quoi il est capable avec un jeu très séduisant. Ce qui est sûr, ce ne sera pas soporifique ce dimanche. Oui, ce ne sera pas soporifique, mais ces genres d'expériences m'ont toujours déçu parce que je me rappelle de matchs où il y avait une très grosse guerre tactique. On a souvent des matchs fermés, des matchs où il y a une grosse bataille au milieu de terrain. Souvent, ça n'ouvre pas les jeux. Alors, je ne les souhaite pas, mais les deux entraîneurs, en tout cas, au vu de ce qu'ils abattent avec leur club, depuis le début de la saison, Guardiola, depuis quelques années maintenant, c'est très considérable. On espère voir un match très ouvert, un match avec énormément de... Oui, Gaëtan, en fait, la tactique sera à coup sûr au rendez-vous, mais il y a une crainte, selon vous? Oui, il y a une crainte, selon moi, parce que c'est le genre de match où on s'attend à une guerre tactique, à un match qui met aux prises deux vrais tacticiens, parce que Guardiola et Eric Ten Hag le sont quand même. Souvent, on se rend compte qu'on est en face d'un match beaucoup plus fermé, où il y a beaucoup de batailles au milieu de terrain, où toutes les équipes veulent posséder le ballon et souvent ce n'est pas ouvert. Contrairement à des matchs où il y a des équipes qui jouent bas et d'autres qui attaquent parce qu'il y a des espaces qui s'ouvrent et ça donne lieu à des spectacles quand même vivants. Et donc, je crains que ces matchs de demain se transforment en un match très fermé où il n'y aura pas suffisamment d'espace. Est-ce qu'il faut rester un instant sur des joueurs à surveiller pour cette explication? Je rappelle que nous sommes en train de parler du derby de Manchester qui oppose
Manchester City, à la formation de Manchester United, match comptant pour la Prima Liga, le prestigieux championnat de football au niveau de l'Angleterre. En tout cas, il faut rester un instant sur les joueurs à surveiller. Peut-être de façon surprenante, ce n'est pas CR7 à côté Manchester United pour ces matchs-là, mais par contre, c'est Marcus Rashford, ces joueurs anglais qui est en train de marcher pratiquement sur le championnat anglais des premières divisions. C'est lui le meilleur joueur du championnat pour le mois de septembre. D'ailleurs, il a dévancé plusieurs joueurs qui pourtant sont valeureux. C'est le cas de Kevin De Bruyne qui occupait la 3e position sur ces classements. Marcus Rashford, il faut le surveiller de très près. Il faut le surveiller. Autant au début de la saison, j'étais un peu stupéfait de la manière dont son cas a été géré par Erik ten Hag, parce que pour moi, ça restait un gâchis. Marcus Rashford, depuis maintenant 5 ou 6 ans comme ça qu'il est en Premier League, moi je pensais que Manchester United devrait finalement s'en débarrasser. Erik ten Hag, avec son intelligence, il a compris que c'est un garçon qui donnerait énormément cette saison. Il l'a gardé, il l'a assumé d'ailleurs, et aujourd'hui on voit que avec la confiance qu'il a de son entraîneur, avec les temps de jeu qu'il a, avec surtout la pression qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas Ronaldo, il ne faudrait pas se subordonner à Ronaldo. Il prend quand même en main la ligne offensive de Manchester United, dont il est devenu d'ailleurs l'artificier numéro 1. Et donc Marcus Rashford, ça reste un homme à surveiller, surtout qu'il est toujours dangereux face à Manchester City. Je me rappelle d'un doublé qu'il a claqué sous Solskjaer lorsque Manchester United s'est déplacé à l'Etihad avec une victoire 2-0, d'ailleurs une victoire surprenante. Donc ça reste un homme à surveiller, parce qu'il est non seulement en forme, mais aussi ça reste un crève-cœur pour Pep Guardiola et ses hommes. Ça doit être quand même une fierté pour le football anglais de voir Marcus Rashford à être au niveau, puisque c'est un joueur qui a été au cœur de plusieurs critiques, de plusieurs choses qui ont été dites, mais enfin il est en train de répondre à tous ces détracteurs sur le terrain. Mais en face, il y aura à coup sûr un certain Erling Haaland, le cyborg, qui est en train de marcher sur l'eau dans ces championnats. D'ailleurs, tout le monde pensait qu'il allait avoir un problème d'adaptation, mais il est en train de prouver de quoi il est capable. Si Marcus Rashford compte 3 buts sur les 6 matchs disputés, cyborg dans l'ensemble, il compte une affaire de 11 buts déjà planté pour l'équipe de Manchester City. Il est monstrueux, ces garçons. Oui, il est très monstrueux. D'ailleurs, j'étais parmi les sceptiques qui pensaient que, vu que dans l'idéologie de Guardiola, dans son ADN, dans la manière dont il fait jouer ses équipes, Guardiola n'a toujours pas été adepte quand même des avant-centres, de ces avant-centres-là qui attendent les ballots dans la surface de réparation pour les mettre. Les tueurs, comme on les surnomme. Guardiola, c'est toujours quelqu'un qui affectionnait les jeux très ouverts, les jeux avec énormément de mouvements devant, sans avant-centre type, sans tueur comme on aime les surnommer. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ces 11 buts et d'autres aussi qu'il a marqué, je crois 4 ou 5 en Ligue des Champions, les cyborgs quand même, avec son talent, il a réussi à s'adapter dans cette équipe-là. Et ça, c'est arrivé très vite pour moi, parce qu'à Manchester City, quand même, il y a beaucoup de joueurs de ballon, il y a d'énormes pourvoyeurs de ballon. Lorsque vous avez un Kevin De Bruyne, lorsque vous avez un Joao Cancelo et un Bernardo Silva derrière vous, c'est plus facile lorsque vous êtes un vrai buteur de vous adapter. Mais après, j'aimerais contraster un peu, parce que j'aimerais voir jusqu'à quand irait quand même ces cycles infernal de Erling Haaland, parce que déjà, oui, c'est un cycle infernal, 11 buts en championnat, rien que sur le premier virage du championnat, c'est quand même infernal. Ça nous rappelle les vieilles gloires comme Robin van Persie qui faisait ces genres de records. Donc moi, j'aimerais voir jusqu'où ira quand même Erling Haaland, parce que derrière lui, juste au classement des buteurs de Manchester City, ça reste Alvarez. Haaland en est à 11 buts. Et Alvarez en est quand même à 2 buts en championnat. Ce n'est même pas Kevin De Bruyne. Donc ça reste un arbre qui cache la forêt. Et pour moi, ça m'inquiète. Lorsqu'il n'y aura pas d'Erling Haaland, lorsque Haaland, ne sera pas aussi efficace que ça, que sera à Manchester City. Voilà l'inquiétude que j'ai, parce que autant la saison dernière, il y avait
les cartes étaient redistribuées. Il y avait des joueurs comme Sterling qui mettait des buts, Gabriel Jesus qui mettait des buts, Kevin De Bruyne aussi qui mettait des buts. Là, on a comme l'impression qu'on a un arbre qui cache toute la forêt, qui marque tous les buts, presque 90% des buts du club, et derrière, il n'y a presque rien. C'est l'inquiétude que j'ai pour cette équipe de Pep Guardiola. Mais on sait que certainement, comme vous venez à peine de les décrire, à Erling Haaland, ça reste une arme dévastatrice et qui fait du mal aux différents défenseurs. Mais si on essaie un peu comme de se préfigurer Erling Haaland dans cette défense de Manchester United, à qui affiche quand même quelques soucis énormes. D'ailleurs, avec Varane, des fois qui est toujours critiqué, Maguire, vous l'aviez dit, qui est mis de côté, et bien d'autres défenseurs qui ne rassurent pratiquement pas. Erling Haaland risque de faire du mal à ces défenseurs-là. Moi, je pense que c'est même ça le chantier d'Eric Ten Hag, et il a réussi à le faire très très bien, la défense de Manchester United ces mois passés, parce que c'est sur les 4 derniers matchs, on note quand même Liverpool, Leicester, Arsenal, ce ne sont pas des équipes qui n'attaquent pas, ce sont des attaques à même de faire. Il a réussi à n'encaisser que Manchester United n'a encaissé que 2 buts sur les 4 derniers matchs. Depuis l'arrivée de Varane, disons depuis le retour dans les 11 de Varane et son association avec les petits défenseurs Martinez qui n'a que 1m70, c'est surprenant de voir un tel défenseur central, mais quand même arrière central, ça reste surprenant, mais avec sa grinta, avec surtout son intelligence, ces deux-là commencent à retrouver les automatismes, et j'aimerais maintenant le voir demain juger de leur force et demain face au cyborg Erling Haaland, et surtout face au redoutable passeur qui reste Kevin De Bruyne. Mais défensivement, au cours du mois dernier, depuis l'installation de Varane, de Dio Varane et Martinez, et l'installation à gauche du jeune Tyrell Malacia à la place de Luke Shaw, on sent qu'il y a une certaine solidité défensive, mais je crois que le vrai baromètre de cette défense reste quand même le match de demain. À ce côté, Manchester City, comme on a du mal à énumérer les potentiels dont dispose le coach Pep Guardiola. Côté Man U, c'est vrai, il y a beaucoup de trucs à dire sur le plan défensif notamment, mais il ne faudrait pas enterrer Cristiano Ronaldo. On sait quand même que c'est lui, c'est un joueur, un homme des grands rendez-vous, même s'il a un nez pratiquement cassé, autant pour moi, après une prestation pas du tout convaincante du côté du Portugal avec sa sélection. Mais on sait que CR7, dans des matchs comme ça, il est toujours difficile à marquer pour les défenseurs, et il est prêt à tout pour essayer un peu de prouver à la face du monde qu'il est meilleur, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'est plus très surcoté, comme ce fut les cas dans des moments précédents. CR7 sera toujours là. Il sera toujours là, mais encore qu'il faut se demander s'il sera titulaire ou s'il sera utilisé sur ces matchs-là, parce que moi, je pense que sur ces matchs-là, Eric Ten Hag aura plus besoin de joueurs qui courent énormément, qui couvrent défensivement, des joueurs qui reviennent, qui font de retours défensifs intéressants. Et moi, je pense qu'au vu de son âge, au vu surtout de son volume de jeu, CR7 n'a pas ces qualités-là. Mais je m'interroge sur la gestion quand même de ces joueurs-là, et surtout sur la méthode qu'utilise Eric Ten Hag pour essayer de légitimer le fait qu'il garde CR7 sur les bancs. Est-ce une méthode pour consolider le vestiaire, la paix dans le vestiaire de Manchester United, et dire voilà, CR7 c'est un joueur intéressant, je vais en avoir besoin, c'est le meilleur joueur du monde, pour les dorloter, et parce qu'on sait que CR7 c'est un énorme poids dans le vestiaire de Manchester United. Sa parole peut compter énormément, et il peut jouer même le vecteur déstabilisateur du vestiaire de Manchester United. Je me pose la question si ce n'est pas plutôt la méthode d'Eric Ten Hag pour garder la paix et continuons à dorloter CR7 pour que la paix règne toujours dans le vestiaire de Manchester United, ou est-ce qu'il en a véritablement besoin? Parce que moi je ne comprends pas. Depuis qu'il dit qu'il en a besoin, CR7 n'emmagasine pas autant de temps de jeu. D'ailleurs, il y a une pression sur Eric Ten Hag venant de quelques supporters de Manchester United qui voudraient voir leurs chouchous jouer quand même beaucoup plus de temps. Mais là, moi je me dis que c'est plus une méthode d'Eric Ten Hag de garder la paix dans le vestiaire de Manchester United et de continuer à apprivoiser quand même cet animal féroce qui reste Cristiano Ronaldo. Mais je pense qu'en dehors de tout ce que vous venez d'évoquer, il y a également une réponse dans les résultats, parce que certainement garder CR7 sur les bancs et gagner un match,
C'est quand même déjà une réussite pour Ten Hag. Oui, on veut qu'il puisse jouer. Oui, il a eu à jouer, mais pour quel rendement? Ça aussi, c'est une interrogation très importante. Mais au moins, il est sur les bancs et l'équipe l'emporte. Et Ten Hag a au moins une réponse à donner à tous ces supporters des Red Devils, des fois qui sont agités à devoir leur vedette rester sur les bancs. On est en train de terminer cette émission sportive sur les Volcans News. Gaëtan, on est presque à la fin. Vous avez quel message, déjà quel mot d'honneur à lancer à tous les amoureux de la Premier League, surtout pour ces matchs-là? Il y a certains qui vont parier, il y a d'autres qui sont prêts à tout pour cette explication-là. Est-ce que, surtout par rapport aux supporters de Manchester United, peuvent-ils déjà se dire c'est déjà plié ou il y a lieu d'y croire? Contrairement aux saisons précédentes, comme nous l'avions dit, aujourd'hui, on a des équipes qui sont en forme. Guardiola est en forme depuis des années. Mais moi, je pense que Manchester United mérite quand même mieux en termes de pronostics. Mérite quand même mieux sur ces matchs-là parce que Manchester United vient d'un calendrier compliqué. Il s'en est sorti quand même indemne avec autant de victoires. Manchester City a bâti les équipes de deuxième partie des tableaux, si on peut dire comme ça. Et donc moi je pense que sur ces matchs-là tout peut arriver. Manchester City peut déjouer tout comme Manchester United peut prendre de l'eau. Mais ce sera un match équilibré en termes des statistiques des deux équipes, en termes surtout de la forme des deux équipes. Les deux équipes sont en forme, donc on peut s'attendre à un bon duel à suivre demain à l'Etihad. Surtout qu'on le dit, les derbies ne se jouent pas, mais ils se gagnent. Ce sera bien évidemment le cas pour ce dimanche. Je rappelle le match Manchester City contre Manchester United, un choc à suivre sous les coups de 15 heures. À heure française d'ailleurs, 15h aussi à heure de la partie orientale de la RDC, 13h JMT. On est à la fin de cette émission. Grand a été notre plaisir d'accueillir Gaëtan Varane Kombi sur ce plateau pour passer en revue l'avant-match de ces duels tant attendus. D'ailleurs, un des matchs les plus suivis sur la planète. On ne peut pas quand même avoir peur de le dire ainsi. Oui, effectivement. C'est l'un des matchs les plus suivis sur la planète. C'est vrai. On est à la fin de cette émission. On se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle émission sportive sur les Volcans News. À très bientôt. Salut.